Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons les titres au sommaire de cette édition. L'examen de 3 projets de loi par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Après l'exposé de la ministre d'État Kandia Camara, les 3 textes soumis ont été adoptés. Ils autorisent la ratification de textes de portée internationale par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'environnement, Côte d'Ivoire en alerte, un inventaire forestier et faunique interpelle sur l'urgence d'une politique efficiente, d'une couverture forestière adéquate. Selon ce rapport, le taux national de couverture forestière est de 8,9% et 9 espèces animales sont en danger d'extinction. La Chine, pays sans paludisme, certifie l'OMS, une victoire obtenue après 70 ans de lutte contre la transmission de la maladie. La Chine, qui n'a pas enregistré de cas de paludisme depuis 4 ans, est le 40e État à obtenir cette certification de l'OMS. Bienvenue dans ce 13h. L'Assemblée nationale, la Commission des relations extérieures a étudié hier 3 projets de loi présentés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Approuvés à l'unanimité, ces 3 textes portent sur l'autorisation donnée au président de la République de ratifier le traité révisé de l'Union monétaire ouest-africaine, le traité de l'interdiction des armes nucléaires et la convention de l'Organisation internationale du travail, suivant le compte-rendu de la séance avec Moussa Konaté. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, organe de l'Union monétaire ouest-africaine, va changer de dénomination. Il devient Autorité des marchés financiers de l'UMOA. Les députés membres de la Commission des relations extérieures viennent d'adopter à l'unanimité le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de l'UMOA. Le traité a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union lors de leur 21e conférence tenue le 12 juillet 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ne sera effectif qu'après la révision du traité et sa ratification par tous les États membres de l'Union, tel que stipulé en son article 4. Autre texte présenté par la ministre Kandia Camara, également adopté ce jour, le projet de loi sur l'interdiction des armes nucléaires signé à New York en septembre 2017. 69 États sont signataires du dit traité et seulement 19 l'ont ratifié, au nombre desquels notre pays ne figure pas encore. La ratification de ce traité présente pour la Côte d'Ivoire un avantage certain dans la mesure où elle lui permet de bénéficier de l'assistance des États partis en cas d'agression ou d'accident nucléaire, notamment la remise en état de l'environnement, de l'assistance financière et technique. D'avoir accès à terme à la technologie de l'énergie atomique à usage civil, sans susciter de méfiance ou d'opposition pour des raisons sécuritaires. De contribuer à la sécurité et à la paix internationale, ainsi qu'à un environnement viable pour les générations présentes et à venir. Les députés membres de la Commission des relations extérieures ont aussi donné leur accord pour la ratification de la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail OIT. Il concerne la norme minimale de la sécurité sociale. La pandémie de Covid-19 impacte les entreprises de notre pays. Leur activité enregistre une baisse de 20 à 25%. Selon un rapport de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CEGCI, un rapport présenté lors des assemblées générales ordinaires. Le secteur privé a été invité à investir dans le système de santé pour le rendre plus résilient et plus efficace. Cette assemblée générale s'est aussi prononcée sur l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique continentale, suivant le détail de Dangui Dangui. L'impact de la Covid-19 sur l'économie ivoirienne a plané sur l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGCI, ce mardi à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. Nous avons été effectivement impactés durant la crise de Covid, mais avec les fonds qui ont été alloués aux différents entrepreneurs dans certains secteurs d'activité, nous avons pu avoir quand même un vent pour pouvoir nous projeter. Nous avons relevé
des différentes enquêtes que nous avons menées, une perte d'activité, une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 à 25% sur l'ensemble des entreprises en moyenne. Le patronat plaide pour la production de médicaments et de vaccins en Côte d'Ivoire pour ne pas dépendre de l'extérieur. Cette assemblée générale ordinaire de la CGC se tient au moment où entre en vigueur la ZLECAf, zone de libre-échange économique et continentale. Face aux défis et promesses d'opportunités de cette zone de libre-échange, les opérateurs économiques ivoiriens jouent la carte de la préparation. Cette préparation-là suppose que nous savons calculer nos coûts, nous savons exporter nos produits, nous savons exporter nos idées, nous savons innover, nous savons nous mettre ensemble. Il appartient dès lors à chaque pays de préparer son secteur privé, de préparer ses entreprises à être en capacité de tirer profit de cette opportunité nouvelle. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, dit attendre l'ouverture du chantier de la création et de la promotion des champions nationaux de l'économie et note par ailleurs que de nombreuses questions relatives à la fiscalité et à la parafiscalité ou à l'environnement des affaires restent encore sans réponse. Parlons à présent de l'amélioration des conditions de travail en Côte d'Ivoire. Un atelier du Bureau ivoirien du travail réunit 13 ministères sur la question. Une réunion pour faire le bilan de la mise en œuvre à mi-parcours de la déclaration d'Abidjan, dont l'objectif c'est de bâtir en Afrique une politique de travail fondée sur la justice sociale. On voit cela avec Serge Coléa. En décembre 2019, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et ses partenaires se réunissaient en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 14e réunion régionale africaine. À ces assises, qui marquaient le centenaire de l'OIT, d'importantes résolutions ont été prises. Elles visaient notamment à bâtir un avenir du travail fondé sur la justice sociale. La déclaration d'Abidjan, qui est un document stratégique, qui nous permet de construire, comme on le dit, l'avenir du travail en le centrant sur l'être humain. Donc, à l'occasion de la réunion qui a permis l'adoption de cette déclaration d'Abidjan, les gouvernements africains ainsi que les partenaires sociaux africains ont pris de nombreux engagements dans le cadre de cette réforme du monde du travail centrée sur l'humain. Moins de 2 ans après, il est question d'évaluer le plan de mise en œuvre de la déclaration d'Abidjan. On a déjà des résultats. La Côte d'Ivoire est vraiment un pays moteur en Afrique en termes d'amélioration du monde du travail. Et tout ce qui a été fait avant la crise de la Covid et pendant la crise de la Covid montre que des dispositifs existent ici en Côte d'Ivoire, que des efforts sont importants, non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi des organisations de travailleurs et d'employeurs pour faciliter justement l'amélioration de ces conditions de travail. Par la déclaration d'Abidjan, le continent africain s'est engagé à faire du travail décent et de l'emploi productif une réalité pour la jeunesse du continent. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette vision et constitue, de l'avis des experts, un modèle à suivre. Les conditions du travail dans notre pays aussi impactées par la pandémie de Covid-19. Voyons d'ailleurs l'évolution des cas dans notre pays. Le dernier point sur la pandémie annonce 39 nouveaux cas de Covid-19, 32 nouvelles guérisons également. La Côte d'Ivoire totalise ainsi 48 242 cas confirmés, dont 47 816 personnes guéries, 313 personnes décédées. Il reste encore 113 cas actifs et avec la sensibilisation aux gestes barrières, la vaccination est adoptée dans la stratégie de lutte contre ce virus. À ce jour, au moins 749 368 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur tout le territoire. Le paludisme est éradiqué de la Chine après 70 ans de lutte. Ce pays n'a pas signalé un seul cas indigène au cours des 4 dernières années. La Chine a donc reçu de l'OMS la certification de nation sans paludisme. Écoutons avec les précisions données par Alexis Ouedraogo sur ce sujet. La Chine a éradiqué le paludisme. Le pays qui recensait 30 millions de cas par an dans les années 40 n'a pas signalé un seul cas indigène au cours des 4 dernières années. Une victoire annoncée au bout de 70 ans de lutte. L'élimination du paludisme est un magnifique exploit pour la cause de la santé en Chine.
Et c'est une autre grande réussite pour la cause des droits de l'homme en Chine, après l'élimination de la pauvreté absolue. En 1967, la Chine lance un programme scientifique pour trouver de nouveaux traitements qui mènent à la découverte dans les années 70 de l'artémisine, principal médicament contre la maladie. La Chine va continuer à s'investir dans la cause du développement, de la santé publique et de la coopération médicale internationale, afin de contribuer encore davantage à la sauvegarde de la santé et de la prospérité du peuple chinois et des peuples du monde entier. Notons que les pays ayant enregistré 3 années consécutives sans transmission locale peuvent demander une certification auprès de l'OMS pour valider leur statut de nation sans paludisme, une requête appuyée d'éléments de preuve démontrant leur capacité à prévenir toute nouvelle transmission. La Chine reste à ce jour le 40e territoire à obtenir cette validation de l'OMS. Et l'OMS, à l'occasion de cette certification, a appelé les États africains à s'investir davantage dans la lutte contre le paludisme. Ce virus, la Côte d'Ivoire ne l'a pas encore vaincu et la lutte se poursuit. Cela commence par une bonne prise en charge des patients, l'accès à des services et à des soins de santé de qualité, et cela à moindre coût. Voilà ce que renferme la couverture maladie universelle. Une meilleure couverture sanitaire. Le gouvernement cible pour cela les chefs communautaires et ainsi 1000 chefs traditionnels de la région du Poro bénéficieront gratuitement sur une année des prestations de la CMU. Ils devront en retour sensibiliser les populations de leur localité. Nous en parlons avec Ami Sissoko. Un millier de chefs traditionnels de quartiers et de communautés ainsi que les membres de leur famille vont bénéficier d'une année de prestations gratuites à la couverture maladie universelle CMU dans le département de Korogo. L'opération est entièrement financée par les cadres de Korogo avec à leur tête le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly. Un projet mis en place par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À la préfecture de Korogo donc, les premiers sont enrôlés. La CMU a été bâtie autour des pathologies courantes. Et nous avons identifié 170 maladies courantes. Et nous avons compté à peu près 617 prestations qui sont offertes à nos assurés à travers des actes de consultation, des examens paracliniques, examens médicaux, des urgences médicales, des interventions chirurgicales, des hospitalisations et des médicaments. À cette opération d'enrôlement, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, pour qui la CMU constitue un outil indéniable de lutte contre la pauvreté, était aux côtés du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly. Tous les deux ministres ont exhorté les bénéficiaires à être des relais de la CMU auprès de leur population pour un enrôlement massif. La CMU est la manifestation de la démocratisation de la santé. Elle permet à tous les Ivoiriens, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, particulièrement les couches les plus vulnérables, de pouvoir se soigner. Je ne peux que m'en réjouir. Je voudrais ici saluer la solidarité. Saluer la solidarité de tous les cadres qui ont mis la main à la poche pour permettre la réalisation de ce projet. C'est une solidarité que le chef de l'État appelle tous les jours. La solidarité, c'est ce qui va nous unir, c'est ce qui va cimenter nos liens. À 1000 francs la cotisation par personne et par mois, la CMU est obligatoire pour l'ensemble de la population résidant en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous quelques instants à la vie de nos voisins, les Burkinabés, un peuple avec une identité culturelle aux valeurs reconnues, conservateur, très lié à son histoire, une histoire qui chaque jour est racontée par un pagne tissé, le faso d'Anfani, une étoffe emblématique, patriotique que le pays valorise. C'est aujourd'hui un produit stratégique dans le potentiel de revenus annuels et évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. La labellisation de ce textile lui confère une importante plus-value économique et un succès commercial indéniable à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières burkinabais. Jean-Luc Gbangbo et Zakaria Traoré sont allés aux sources du faso d'Anfani. Découvrons son histoire et les acquis pour l'économie du Burkina Faso. C'est le sujet Éco Plus de ce journal. Il est omniprésent dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkinabé.
Impossible de parcourir 5 mètres sans croiser le Faso d'Anfani, fièrement arboré par les hommes et les femmes ou exposé dans les étals de commerçants. Plus qu'un tissu, un patrimoine qui se transmet entre les générations. Dans cette concession du quartier Kalgondin à Ouagadougou, Chantal Ouedraogo initie sa petite fille à la confection du Faso d'Anfani. Ça, c'est la première étape d'ourdissage. Il faut ourdir le fil pour faire le fil de chaîne. Chantal Ouedraogo est tisseuse de Faso d'Anfani depuis 40 ans. Cette petite fabrique familiale produit en moyenne 2 pagnes tissées par jour pour une clientèle qu'on retrouve parfois hors des frontières burkinabées. Il y a une qui est venue commander parce qu'elle partait en France. Je me demandais, tu vas aller faire avec ce pain là-bas comment? Mais il y a les gens qui emportent beaucoup. Il y a une aussi qui a commandé pour amener à la Côte d'Ivoire. Donc je suis maintenant que le pain là, c'est pas au Burkina seulement qu'on veut, mais les autres pays aussi en veulent. Les fabriques familiales comme celle de Chantal, le pays en compte plus d'une centaine où travaillent au quotidien 50 000 tisseurs, dont 40 000 femmes. Pour comprendre et mesurer le succès de ce pagne, rendons-nous sur un des marchés de la capitale. Ici, un commerçant sur 3 vend du Faso d'Anfani. Tout c'est traditionnel, quoi. C'est ça que les gens là, aiment ça. Quand tu portes ça, tu ne peux pas voir quelqu'un qui porte ça pour faire un autre quelque chose si ce n'est pas quelqu'un qui a un bon cadre, quoi. Parce que ça là, il n'y a pas fil péri. Un pagne tissé coûte entre 6 000 et 10 000 francs CFA. Une bonne affaire, mais surtout une fierté nationale pour ses commerçants. C'est une fierté nationale maintenant. Voilà, tant que tu n'as pas ça, tu n'es pas un vrai Burkinabé. Ça y est dans le sang maintenant. Il faut forcément avoir ça. Une fierté nationale qui s'exporte et qui se porte sous les formes les plus variées. D'abord, réservé aux tenues traditionnelles, ce textile épouse aujourd'hui aisément les coupes des vêtements modernes. Ça, c'est encore le pagne, le Faso d'Anfani. Voilà, confectionné en style tailleur. Le Faso d'Anfani, le couturier et styliste Yakou en a fait sa spécialité aujourd'hui. Bien imprégné de l'histoire de ce pagne, symbole du patriotisme burkinabé, affirmation d'une identité nationale. Si on se rappelle bien en fait à l'histoire, c'est le président Thomas Sankara qui en a révélé. Je crois qu'en son temps, quand il a dit, les gens ne croyaient pas. Voilà, maintenant on se rend compte que c'est une réalité. Pour l'anecdote, c'est le pain baoulé qui faisait fureur au Burkina ici. Voilà, mais depuis qu'ils ont commencé en fait la confection du pain tissé, Faso d'Anfani comme on le dit, je crois bien que ça a pris en fait le dessus sur le pain baoulé. Porter le Faso d'Anfani est un acte économique, culturel, voire politique. Révélé par l'ex-président Thomas Sankara, remise au goût du jour par l'actuel Roch-Marc Christian Kaboré qui l'aborde à chacune de ses apparitions. Dans son atelier de Kalgondin à Ouaga, les clients du couturier Yakou se bousculent pour s'offrir ses derniers modèles. Ça peut aller, mais c'est lequel des ensembles d'abord. Voilà. Parce que des pains, généralement, la jupe, elle est droite. C'est du coton, 100% coton. Voilà. Parce qu'avant, on avait peur, c'était un peu lourd. Et on a constaté que le port vraiment est pratique. Parce qu'il ne tient pas chaud. Difficile en effet de résister à ce textile aux motifs et tons chatoyants. Quand on les porte, voilà, bon, on ne sent pas la chaleur. Surtout que nous sommes dans un pays où il fait très chaud. En Faso d'Anfani, tu te sens mieux. Ça valorise la culture burkinabé. Voilà, ça amène ça hors des frontières du Burkina. Oui, très contente de ce pain. Yakou confectionne chaque semaine des dizaines de tenues dont les prix oscillent entre 25 000 et 50 000 francs CFA. De façon générale, le potentiel de revenus annuel autour du Faso d'Anfani est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ce textile est l'un des principaux produits d'exportation du pays. Abdoulaye Mossé est député à l'Assemblée nationale burkinabé. Il est surtout l'un des principaux promoteurs du Faso d'Anfani. Il n'y a pas que le Faso d'Anfani en Afrique, nous le savons très bien. Et il y a également d'autres types de textiles. La chance du Burkina Faso, nous avons pu donner des variances au niveau de la filature. C'est ce qui fait que les stylistes arrivent à l'utiliser sur l'ensemble du continent.
Commissaire général du Salon international du textile africain, CITA, il rêve d'un destin panafricain pour le Faso d'Anfani. C'est ce que nous devrons aller pour apprendre aux femmes à Djibouti. Et aussi, c'est le tissu officiel du CITA 2021 à Djibouti. Du Faso d'Anfani à Djibouti, dans la corne de l'Afrique. C'est un voyage de 6428 km. Une consécration pour ce pagne dont le processus de labellisation a été engagé par le ministère du Commerce et de l'Artisanat burkinabé depuis 2019. Cette labellisation aura pour objectif, d'une part, de barrer la route à une contrefaçon qui n'est jamais bien loin, et d'autre part, de protéger les emplois de millions de personnes, en majorité des femmes. Voilà, le Faso d'Anfani, identité culturelle, richesse économique et étoffe patriotique, c'est une belle leçon de promotion artisanale que nous donne ce dossier Éco Plus de Jean-Luc Mangbo, qui est à revoir sur rti.info. En Côte d'Ivoire, un événement fait la promotion des traditions et des cultures. Abidjan Folklore Day, cet événement est à sa 3e édition. Et cette année, l'ouest de la Côte d'Ivoire, par la culture du peuple Oué, est sous les projecteurs. Franck Wadieu nous en dit davantage. La Côte d'Ivoire, plaque tournante de la musique africaine, est aussi riche de ses mets culinaires. Des mets aussi variés qu'intéressants, malheureusement méconnus d'une certaine frange de la population, notamment des jeunes. Pour valoriser et vulgariser la culture ivoirienne, la 3e édition d'Abidjan Folklore Day est organisée. L'objectif du festival, c'est de promouvoir la culture, c'est de renforcer les liens entre les communautés ethniques ivoiriennes. C'est de faire découvrir et redécouvrir, apprécier le savoir-faire musical, culinaire, vestimentaire des peuples de Côte d'Ivoire. Inculquer les valeurs de chez nous aux plus jeunes. Rappeler l'histoire et les origines des peuples de Côte d'Ivoire. Pour cette 3e édition, la culture est à l'honneur. Il n'y aura pas tchèque poisson, il n'y aura pas poulet braisé, il n'y aura pas macaron piqué. Donc ce jour-là, c'est la nourriture de chez nous qu'on va manger. Notamment les trincos, les plébas, les baouins, les aoubas, le bon blélin, le tempo. Vraiment, c'est toute la nourriture de chez nous qu'on va manger. De nombreux visiteurs attendus donc au complexe Jesse Jackson de Yopougon les 7 et 8 août prochains. Un rendez-vous pendant lequel les artistes, peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire, seront présents. L'ouest de la Côte d'Ivoire qui a aussi une richesse forestière. Un inventaire forestier et faunique rappelle la nécessité d'une politique efficiente pour une couverture forestière adéquate. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de 2,97 millions d'hectares de forêt, soit un taux national de couverture de 8,9%. En 60 ans donc, 90% de la surface de la forêt ivoirienne a disparu. Et au niveau de la faune, le rapport tire la sonnette d'alarme. 9 espèces sont en danger d'extinction. Franck Quadio nous en dit davantage sur ce rapport. La forêt ivoirienne, luxuriante au moment de l'inventaire forestier de 1979, est aujourd'hui fortement dépouillée. 2,97 millions d'hectares, soit 90% de pertes au cours des 60 dernières années. Un des taux annuels de déforestation les plus élevés d'Afrique, un aperçu du résultat de l'inventaire forestier et faunique national initié depuis 2019 par le gouvernement ivoirien. La présentation que nous avons eue aujourd'hui nous a permis de voir les résultats en matière d'inventaire forestier, faunique et surtout les implications socio-économiques. Constater que la démographie, l'agriculture sont des facteurs importants de la déforestation, mais il faut aussi ajouter une part importante de la régression en matière de faune en Côte d'Ivoire. Donc tous ces résultats vont nous permettre d'orienter notre politique. Seulement 13,3% de forêts classées et 32,2% d'aires protégées concernés aujourd'hui par une couverture forestière efficiente selon l'inventaire. Pour ce qui est de la faune, il est mentionné plusieurs espèces en danger et certains grands mammifères, 9 espèces menacées d'extinction. Il faut agir. L'important, c'est de conserver ce qui peut l'être encore avant même de penser à replanter. Et donc, c'est un suivi et
permettre, faciliter les interventions en temps réel, peut-être des gardes forestiers ivoiriens, pour mettre fin à la dégradation de la forêt, par leur paillage, par l'abattage clandestin. Il faut déjà stopper la déforestation, faire en sorte que l'agriculture ne soit plus destructrice de forêt, mais cela est bien compris. Faire en sorte que la biodiversité puisse revenir en Côte d'Ivoire. Et donc cela implique des comportements qui doivent changer. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Il s'agit de mener des actions pour la reconquête du couvert forestier ivoirien. Ce projet est financé dans le cadre du CDD et mis en œuvre par le ministère des Eaux et Forêts. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est de maintenir, entre autres, la couverture forestière à 20% au moins, afin de mieux contribuer à la réduction de la production de gaz à effet de serre. Sur l'ensemble du territoire, les candidats inscrits au baccalauréat général passent depuis hier l'examen de l'oral. Jusqu'au 2 juillet prochain, ils seront soumis aux épreuves orales des langues vivantes, le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Ils sont 312 771 candidats à être interrogés. Ces oraux seront suivis des épreuves écrites du 5 au 9 juillet prochain. Bonne chance à tous les candidats au baccalauréat. Dans l'enseignement supérieur, des étudiants en communication allient théorie et pratique, une phase expérimentale qui permettra aux enseignants aussi de juger l'aptitude de ces étudiants à entrer sur le marché du travail. Découvrons ces travaux avec Éric Goret. Une journée spéciale pour ces étudiants en deuxième année de communication qui testent déjà leur capacité à organiser des événements, mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Ces futurs communicants sont appelés à occuper des postes de responsabilité dans des entreprises à la fin de leur formation. Comment organiser et réussir un événement? Ici, 3 événements se déroulent simultanément. Une foire, une table ronde et une conférence organisée par les étudiants eux-mêmes. Lors d'un cours qui est appelé communication d'entreprise, alors dans ce cours, il y a un module qu'on appelle la communication événementielle. Et donc, pour mettre en pratique ce que nous avons appris en classe, nous avons décidé comme ça d'organiser une conférence et une fois à l'appui. C'est comme un exercice. Cette initiative de ces étudiants en communication, bien appréciée par leurs encadreurs. Venant des étudiants, des apprenants, c'est quelque chose d'encouragé. Parce que vous imaginez, après 2 ans de formation, ils jouent en entreprise. Ils peuvent être confrontés à ce genre d'événements-là en entreprise. Donc déjà, c'est déjà comme une certaine expérience acquise pendant la formation. Allier la théorie et la pratique pour mesurer son niveau de compétence est l'idée qui a animé ces futurs communicants. Un autre exercice pratique, une manœuvre anti-incendie orchestrée par les agents sécuritaires intervenant dans le dispositif d'opération interne de la CIR. Un test qui a été jugé efficace et qui a jugé aussi efficace la capacité de réaction en cas d'éventuel sinistre, suivant ce rapport de Walter Amadou Ouattara. Vridi, dans la commune de Port-Boué. Nous sommes à la société ivoirienne de raffinage CIR. Il est presque 9 h ce mardi 29 juin. Lorsqu'une détonation est signalée, le pupitreur de l'unité reçoit une alarme de détection de fuite de gaz. Le chef opérateur transmet l'information à la salle de contrôle sécurité. Des pompiers sont envoyés sur le lieu du sinistre. 5 minutes après, le plan d'opération interne est déclenché. Tenez-vous bien, c'est un exercice incendie. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de tester nos systèmes de réponse lors d'un événement majeur. Et donc, on avait pris comme thème un événement qui s'était malheureusement produit en début 2017. Et donc, on a pu voir que tout ce qui avait été prévu se sont mis en place correctement. Cependant, il y a eu des remarques constructives. Et c'est l'objectif justement de faire participer les entités extérieures pour que les gens se connaissent et pour que l'on puisse tester en réel nos procédures. Plus de 150 agents issus des rangs de la gendarmerie, de la police nationale, des sapeurs-pompiers militaires, du SAMU et du port autonome d'Abidjan ont été mobilisés. Tout a bien fonctionné selon les experts de la sûreté. Le représentant de Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, affirme être rassuré par cet important test qui a lieu chaque année. La CIR, c'est le premier groupe industriel du pays. C'est un outil très stratégique pour le pays. La CIR fournit du carburant
le gasoil et du butane pour les ménages, pour les industriels. Donc c'est un outil qu'il faut protéger. Donc nous sommes satisfaits du travail qui a été fait ici aujourd'hui. On espère sincèrement que les méthodes, les réflexes qui ont été développés aujourd'hui ne seront pas mis en œuvre, puisque si c'était le cas, c'est comme si on aurait eu un incendie. Donc il faut aussi mettre l'accent sur la prévention pour pouvoir s'assurer que l'outil qui est très stratégique pour le pays demeure intègre pour le bien-être des Ivoiriens. Un débriefing a permis de tirer les leçons de cet exercice créé en octobre 1962 et bâti sur 80 hectares. La CIE traite 3,8 millions de tonnes d'hydrocarbures par an. L'information hors de nos frontières, l'offensive rebelle au Tigré ignore le cessez-le-feu unilatéral déclaré par Addis Abeba. Lundi dernier, les rebelles tigréens ont récupéré la capitale provinciale, Mekele, et les autres villes de la région dans la journée du mardi, profitant du retrait des armées éthiopiennes et érythréennes. Les combattants tigréens entendent bien continuer la guerre. L'un de ses chefs a assuré que des opérations de nettoyage devraient continuer dans la province. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information à 15h et je vous retrouve demain à 13h pour le journal de la mi-journée. Excellent après-midi sur RTI 1.